On reste dans le continent quand même, j'ai menti. On va revenir sur Canada-Panama où l'équipe nationale canadienne a été électrique au BMO Field, Toronto. Une grosse victoire 4-1 durant les qualifs CONCACAF pour le mondial Qatar 2022, durant le tournoi octogonal, comme on aime bien l'appeler. Voilà, une grosse victoire 4-1 au BMO, but de Blackburn de Panama à la 5e minute. Et ensuite, on goal 28e de Murillo, Alphonse Fonzie Davies avec le but de l'année peut-être, Buchanan la 71e et Jonathan David qui peut-être me fait mentir ou pas, on verra à la 70e minute. Une grosse victoire pour les Reds. Je commençais avec ça. Je trouve que malgré le score qui est un peu lourd, je trouve le score un peu lourd par rapport à ce que par rapport à ce que le Panama a offert. Et même si je pense que le Canada, on peut dire mériter la victoire. Mais je voudrais féliciter le Panama qui, avec leur performance, m'ont fait comprendre pourquoi ils étaient troisième devant le Canada avant ce match-là. Puis je trouve que c'est un très très gros match du Panama qui a régulé la Coupe du Monde depuis 2 éditions en CONCACAF. Mais bon, chapeau au Panama, mais chapeau aussi au Canada qui a su revenir sur ce gros match-là à BMO Field. On voit l'effet d'une foule qui te supporte, hein, donc ça fait du bien. Donc, messieurs, vos impressions sur ce match-là et aussi sur les qualifs, comment ça peut augurer pour le reste des qualifications pour le Canada? Moi, je vais commencer parce que ça m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai pas caché, c'est vrai que c'est la première fois que je suis vraiment ces qualifications là de ce continent. J'ai trouvé, enfin, je sais pas, hein, je trouve tous les matchs très 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 durs physiquement, et j'ai été hyper étonné parce que le Canada est quand même une équipe assez jeune, ou en tout cas un bon mélange, mais j'ai trouvé ça ça m'a étonné l'impact physique qu'a pu mettre le Canada face à des équipes comme le Honduras, au Panama, et je pense que c'est aussi ce qui fait que le Canada va certainement, enfin je l'espère, aller loin dans ce tournoi-là, et au moins dans les trois premiers pour se qualifier directement. Mais vraiment, j'ai été surpris de l'intensité et de cette. Enfin, j'ai trouvé ce football très âpre, très dur pour le coup. Et, euh, et encore une fois, voilà, très très surpris. Mais c'était ça que je voulais souligner, c'était que ils avaient répondu présent, et ça laisse augurer vraiment de très très bonnes choses, parce que à la fois ils répondent présent dans l'impact physique, et à la fois dès qu'on on voit dès qu'il y a ce potentiel offensif qui est vraiment très très intéressant, avec des profils de joueurs complètement différents, et aussi ce que soulignait un petit peu Newton avec le CF là, mais cette profondeur de joueurs interchangeables qui finalement ne plombent pas du tout le niveau de l'équipe, parce qu'on a eu quand même pendant cette semaine-là, à un moment donné, un Tajon Buchanan. À un moment donné, le coach a sorti 5 joueurs du 11 de départ. Pourtant, bon, bah, c'était sur un 0-0 contre la Jamaïque, mais on s'aperçoit que le Canada n'a pas perdu. Et puis, a encore une fois, répondu présent physiquement avec d'autres joueurs. Moi, franchement, je découvre cette équipe-là, et franchement, chapeau de ce qu'ils proposent. Très bon point. Hilton? Merci Julien. On a vu rapidement. Ben, on savait qu'une défaite ou un match nul aurait été un problème pour le Canada. On aurait commencé à dire, ouais, C'est finalement, le fini. Canada, c'est comme d'habitude. On s'excite un peu, ils retombent dans leur place parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Puis on aurait tout sorti des clichés. La Grinta, la CONCACAF. 5 minutes, quand le match a commencé, c'est déjà 1-0, puis on a dit, oh merde, c'est vraiment ça qui est en train d'arriver. C'est encore la même histoire. Cette équipe-là n'est pas encore prête, c'est pas tout à fait là, ils n'ont pas l'expérience internationale. Et ce que j'ai adoré voir sur le terrain, c'est comment certains joueurs, dont la tête d'affiche, Alphonso Davies, a réagi dans le match. Autant Jonathan David a semblé figé sur le terrain sous cette pression-là, on a vu un Davies là, aller l'encourager. Des gros ratés de David, il allait le voir, c'est pas grave, on continue. Tu sais, ils étaient vraiment. Je sentais les joueurs sur le terrain plus convaincus que la foule elle-même qu'ils allaient régler cette situation-là. Et le fait que ça finit 4-1, ça démontre comment dans leur tête, ils sont déjà à ce niveau-là. Ces joueurs ont l'expérience au niveau club de ce genre de match-là. Et quand on voit le 11 partant des autres sélections, puis celle du Canada, on dit c'est normal que le Canada joue comme un leader de la région
parce que oui, ils ont une expérience un peu au niveau international, les autres sélections, mais en club, c'est un autre niveau. Là, je veux dire, il y a des joueurs qui jouaient même pas. Là, un Kyle Larin qui était champion en Turquie, il ne peut pas stresser contre ces sélections-là. Davies, il avait ce swag-là et cette assurance d'aller chercher les résultats sur le milieu du terrain. On a vu des joueurs transformés sur le terrain. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le renversement de situation. Ils ont été mis dans une situation délicate. Ils en sortent vraiment. C'est les troisièmes du groupe, puis on dirait que c'est probablement ceux qui démontrent le plus de confiance dans les qualifications. Les Américains, il y a toujours un point d'interrogation. Ils vont chercher des résultats difficiles, tout le temps un peu par la porte arrière. Le Canada, oui, ils ont été accrochés dans des matchs nuls. Ils ont eu un déplacement difficile en Jamaïque. Le terrain a beaucoup, beaucoup de nuit à la qualité de leur jeu. J'ai hâte de voir les prochaines qualifs, à voir les Mexicains au Canada en espérant qu'il va faire très frais à Edmonton, voir comment que ce face-à-face va se voir. Le Canada est en vraiment une belle progression. Là. C'est tellement bon là, pour le soccer local. C'est bien que ce soit en plus mainstream, que tout le monde voit cette phase-là. Et si ça finit par une qualification, ça peut faire un major step là, pour la couverture médiatique du sport ici au pays. Puis, tu parles de trucs de statement. J'en parlais avec mon ancien coach que j'ai croisé au stade. Est-ce qu'il était coaché au Barça là, ou... Non. Non, je demande. Daniel Frankman, que je salue. Donc, je l'ai croisé au stade avant le match, on parlait, puis on parlait un peu de l'engouement, tout ça, de Team Canada. Puis il disait un peu le côté. Tu sais, on en avait déjà parlé, justement, quand on parlait des différentes. Que ce soit la CONCACAF, le CONMEBOL, l'UEFA, la CAF, etc., etc. Et je trouve que le côté, dans la CONCACAF, il y a un côté qui est très, ça reste très folklorique, dans le sens qu'on va toujours voir des images de, encore un peu à l'ancienne, genre tu vas voir comme 40 personnes en train de faire la fête devant l'hôtel, genre. C'est le genre de truc que tu vois un petit peu moins, mais qu'en CONCACAF, ça existe encore. Et le Canada était souvent victime de ça. Puis là, justement, avec le fait que, tu vois, le prochain match, c'est comme, ah, OK, vous êtes habitués de jouer dans la chaleur, tout ça. All right, guys, you're coming to Edmonton. Vous n'aimez pas le synthétique? Ça va être du synthétique, guys. Ça va être un match de marde, puis vous allez détester ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut rendre le match, en fait, à domicile pour le Canada, hyper dur pour l'adversaire aussi. Puis je trouve le Canada est comme rentré dans cette game-là, ce qu'il ne faisait pas avant. Le Canada était même sur le terrain. Même sur le terrain, toutes les confrontations, à tous les matchs, il y a un attroupement. Toutes les embrouilles au corner, tu sens l'équipe, elle est soudée, puis tu sens, ils sont comme, OK, on en a marre d'être le petit pays un peu, le petit pays du G7, super beau, tout se passe bien, il n'y a pas de pauvreté chez nous, on ne sait pas c'est quoi la misère, et puis donc on est des victimes. Non, genre, let's go. Non, on y va, là, tu vois, on y va. Puis je trouve ça cool que justement le Canada, il rentre dans cette game-là, donc ils vont un peu plus se faire respecter. Puis au final, là, oui, que ça soit un. Là, je retourne, je vais un petit peu plus loin, mais oui, on s'entend, c'est peut-être pas un Mexique aussi fort que ça l'a été. Mais on a senti un Mexique qui était au Azteca puis qui doutait. Ils se sont dit, oh shit, si on fait pas ça, ben, il y a peut-être un Alfonso Davies qui fait it's Alfonso Davies! Mais tu vois, genre, juste le côté du doute, je trouve que ça, c'est bien. Puis c'est pas parfait. Puis on m'a critiqué sur Twitter que je suis jamais content, je suis jamais positif. Mais je trouve il y a ce côté, il y a ce côté que Team Canada devient un peu une équipe qu'on respecte, puis qui se laisse surtout plus marcher sur les pieds comme ça l'a été en fait. C'est vrai. Donc apprendre, c'est tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux pour la suite. Fait que c'est ça. Oui, et puis non, mais c'est ça. Et ce que je trouve, tu sais, je veux pas de rabat au début parce que le Canada méritait sa victoire, mais le Panama, je trouve qu'avec les moyens qu'ils avaient, je trouve qu'ils ont fait un bon match, honnêtement. Ils ont fait le match qu'il fallait faire, puis honnêtement, à 2-1, ben, mentalement, c'était quasiment fini, mais ils ont quand même essayé. Mais c'est comme, je pense que le mot que je cherchais quand Nilton et Reg parlaient, c'est que j'avais un sentiment, ces joueurs-là, canadiens, il y a une certaine insolence.
Est-ce que c'est par rapport à leur jeunesse, par rapport à leur génération? C'est plus une génération Drake, les Raptors, We the North. Donc, est-ce que toute cette influence-là de culture canadienne, bon, évidemment, Davis, c'est la figure de proue. Non seulement il est jeune, il est compétent, il est bon, mais il joue dans un grand club, Bayern de Munich, donc ça aide. Et je trouve ça fascinant où il y a des sortes de. Mais ça une sorte détonne de- envers les autres. Tu sais, ça détonne sur les Exactement. autres joueurs. Parce Exactement. que Buchanan, là, il n'y a aucune raison d'être arrogant à Buchanan. Tu sais, il joue Non. avec les Revs. Là, je veux dire. Et sur le terrain, j'avais l'impression qu'il jouait pour le Real Madrid tellement qu'il il respirait l'arrogance et la confiance. Là. C'est ça. Il y a Ouais, certaines mais il arrogances. a signé en Europe quand même. Il joue pour les mais ça Revs, va à mais il vient de Bruges. signer. Club Bruges. Bruges est en Ligue des Champions. Oui, c'est quand oui, même, les Chirif Tiraspol Mec, aussi. il a hâte d'avoir son premier bonus de signature en euros. Là, il va être content. Il va s'acheter des bitcoins avec. Là. Mais cette insolence et cette fraîcheur de ces jeunes-là, bon, certains, il y a un certain héritage. Là. Tu as les Hutchinson qui n'étaient pas là, mais, ou même les Larin qui ont pris des raclés avant, même si Larin est relativement jeune. Là, mais ce qui est bien, il y a une coupure par rapport au Canada qui avait des bons joueurs. Les retours de Bernier, toute cette génération qui s'est fait taper 6-1 par l'Honduras en Honduras, où on se dit le programme canadien était mort littéralement. À ce moment-là, tout le monde s'est dit ok, le foot au Canada c'est mort. Je pense que c'est mondial pour le Brésil. Je pense que c'est pour les qualifs mondiaux du Brésil où on se dit le foot canadien est mort en Honduras. Et je trouve que cette fraîcheur-là est tellement importante. Puis j'espère me tromper que Herdman était pas un bon coach, mais il prouve que c'est peut-être un bon coach, et tant mieux si j'ai tort. Et c'est cette attitude-là qui vient comme une couche importante, une couche qui va au-dessus du talent et du collectif qui est clairement nécessaire. Et puis, tout ça ensemble, ça envoie un message, volontaire ou pas, aux autres, on est là. Vous faites ce que vous voulez, nous, on est chez nous, on fait ce qu'on a à faire, notre football est très clair, il est très identifiable, et il a une certaine, comment dire, ça te donne envie, tu vois. Le branding autour de Team Canada, les Reds, les Rouges, il y a un branding très intéressant qui évidemment est beaucoup plus bas que la victoire. Et je trouve que c'est une bonne chose pour pouvoir profiter de ce moment-là, parce que j'ai l'impression que ce match-là, mais en général les matchs de qualif dans toutes les zones, toutes les confédérations, tous les matchs de qualif gagnés, c'est quand même des matchs déclic. Et j'espère que le match contre le Panama, cette victoire est un déclic pour aller au Mondial 2022 au Qatar. C'est ce que j'espère. Parlant de branding, il serait Alléluia. peut-être dû pour un nouveau logo au Canada. Là. Il pas qui est là. Non, on parle je voulais souvent pas des parler de classements branding. FIFA. Ah, ok. Pardon, je voulais mettre la petite vidéo par rapport que je parlais tout à l'heure. Vas-y. Si tu permets, je la trouvais toujours un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est tellement drôle. C'est une espèce d'antichambre du Panama avec deux gars en maillot, un en tracksuit, deux gars en suit. J'aimais bien le. Y a pas de son, on n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? Ah, mais le gars est trop fort. C'est une telenovela. C'est incroyable. Attends, je vais vous trouver le son en 2 secondes. Ah, les pauvres. Oh my God. C'est un beau concept, ça. On filme le salon de quelqu'un pendant qu'il regarde le match. J'ai jamais vu ça. J'aime ce concept. C'est bon? Vous aviez le son? Ouais. Ok, bon. C'est la partie quand il dit que c'est Alphonso Davies qu'il faut courir. Ce moment est... Con Andrade, Cumi no juega más nunca. No juega más nunca. Mira eso, porque salí la pelota ahí. Se la robaron como un niño. ¿Qué es Alphonso Davies? Se la robaron como un niño. T'es volé comme un enfant. Tienes que correr. Il faut courir. C'est Alphonso Davies, tu dois courir. Non, courir, c'est courir. C'est des trucs un peu comme Arsenal TV, ça fait toujours rire de voir des supporters qui sont un peu en détresse. Mais sur le match contre le Panama, avant que Nilt ne parle du classement, tu sais, t'as un petit commentaire sur la foule. Je crois que c'est un petit jab un peu gratuit, mais je trouvais que justement la foule était très très bonne, a fait son rôle, et aussi parce que c'était un peu facile de le faire. Tu vois, quand tu vois le momentum des actions, malgré le but pris, on sait qui sont les deux petites barres bleues du Panama au tout début. Derrière, c'était une vague rouge. Ouais. Donc, tu sais, le doute
oui, je comprends le point, parce que tu prends un but aussi rapidement sortant du 0-0 contre la Jamaïque qui a déçu quand même du monde. Mais derrière, ça a tellement poussé que forcément, t'es emporté. Et ils étaient 26 000, c'est une ambiance assez extraordinaire. Match des Leafs la même soirée. Je pense que lorsque Sofiane parle de déclic, c'est certain que culturellement, il s'est passé quelque chose du côté de Toronto et plus largement dans le Canada à travers la télévision. C'était assez impressionnant de voir cette foule pousser. Et c'est vrai qu'au début, j'étais comme, pourquoi Sofiane donne du crédit au Panama? Ils ont rien fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit temps fort du Panama qu'on voit ici. Et le fameux but à la con qu'a encaissé le Panama, qui est celui que l'antichambre est en train de se lamenter. C'est vrai qu'il vient un peu de nulle part. Et après, c'était fini. Comme ça a coupé leurs jambes complètement. Alors que c'était un but qui survient dans un moment fort, ça peut être un gros terme, parce que c'est pas non plus les barres de momentum ne sont pas très élevées, mais ça survient à un moment où le Panama était plutôt en contrôle. Et ensuite, effectivement, ça a déroulé du côté canadien. Mais impressionnant, parce que dans tous les cas, et ça, je rebondis sur ce que tu dis, Neil, dans tous les cas, c'était ce match-là allait définir comment on allait évaluer cette fenêtre de match. Une défaite, et tout d'un coup, on aurait vu tout à moitié, le verre à moitié vide. Ce match contre le Mexique, ce 1 partout avec le Mexique, ce 0-2 contre la Jamaïque. Là, tout d'un coup, un vaincu, 5 points. Et on est 3e, et on voit tout dans un côté positif qui est à juste titre. Et par rapport à que ce soit le Mexique, un peu moins, c'est moins vu contre la Jamaïque, peut-être la faute la faute au terrain, ou à l'adversaire qui avait aussi un peu d'orgueil, mais l'avantage physique de certains joueurs, et là vraiment on te parle de Buchanan, de Davies évidemment, de Laria, non pas Vitoria, comme il est très lent lui, mais l'avantage physique dans la vitesse et cette capacité de se projeter pardon. Oui, ok, oui, la vitesse. Oui, excuse-moi, non, pas la force physique, comme que ça. Là, oui, à Vitoria, Hutchison, Miller, mais ça c'est un peu moins impressionnant, parce que en face ils sont très très forts au CONCACAF. Là, là je rebondis sur ce que disait Julien, c'est très intense physiquement la CONCACAF, mais cette vitesse qu'ils ont, elle est extrêmement respectée, et il n'y a pas beaucoup d'antidotes à ça défensivement, et ça peut partir très rapidement, parce que tu as quand même des joueurs de ballon, avec les Eustachio, même le Osorio, je sais qu'il n'a pas de bonne réputation, bonne presse ici, mais tu as des joueurs qui sont capables justement de taquiner le ballon et de pouvoir, même un Piet qui est très bon dans cette configuration, de lancer ces joueurs-là. Donc tout d'un coup, ils savent très bien en face qu'ils n'ont pas de répondant pour ce type de configuration, et Alphonso Davies qui joue à un niveau, il est juste extraordinaire. Mais ce qui est très ironique par rapport à Alphonso Davies, et je vous laisse sur ça, c'est que tout le monde dit c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il joue 0 latéral gauche avec l'équipe canadienne. Il a joué avant-centre contre le Panama, et c'est drôle que c'est de voir cette mutation, vraiment cette prise de pouvoir d'Alphonso Davies sur la sélection, d'un point de vue positif, comme c'est bien sûr en conjointement avec Erdmann, mais je trouve ça fascinant de voir. Et le match contre Panama m'a choqué, dans le sens que Jonathan David, même si tu ne parles pas trop dans ton cœur, Sofiane, c'est un super attaquant, et il avait l'air vraiment du deuxième attaquant à côté d'Alphonso Davies, dont c'est pas le poste. Pas du tout même. On voyait la différence entre Bayern et Lille. On avait parlé de ça, Nilton. Je t'avais dit, je ne sais pas quel match du Canada, genre, si David, tu mets sur un côté temporairement, il laisse Davis faire les courses dans l'axe, je pense que c'était contre qui? Je pense que c'était contre Honduras. N'importe quoi, Honduras, où je te disais ça, puis je dis, vraiment, genre, configuration de sélection nationale, où genre, ton attaquant est l'attaquant du club, je sais pas, pour Watford devient numéro 10 pour des sélections nationales. Davis peut clairement pas être un attaquant pointe temporaire, même sur une. Mais tu vois, par rapport à Alphonso Davies, il a des qualités, parce que genre, comme il est, d'un point de vue vitesse, top 5 des joueurs les plus en vue. Il y a peut-être des joueurs un peu aléatoires là, qui courent plus vite que lui, mais dans les joueurs les plus en vue, il est clairement dans le gratin mondial en termes de vitesse. Il était latéral,
piston dans des systèmes très offensifs, et tu t'aurais pu le caricaturer, le stéréotyper dans un profil de joueur. Il nous montre une qualité technique et une qualité de passe qui me fait, en fait, il est plus proche finalement dans le profil des Cancelo ou des Shevchenko, c'est ça son nom, Reg, de côté de City, de ces lames, de ces latéraux que finalement tu peux mettre 10, 8 et il n'y a aucun problème, plutôt que le stéréotype qu'on aurait sûrement projeté sur lui. Oh bah lui c'est un tout droit, c'est, je veux dire, à la rigueur on peut travailler un petit peu sur Broguillard et puis ça devient un Fosso Davies 2.0. Non, pas en tout là. Je veux dire, comme sa qualité technique, elle est impressionnante à Alphonso Davies. Je veux dire, le ballon qui est à Osorio, genre pour le match face au Mexique, comme la passe. Il est en position 10 sur ce là. Il est en position 10. Il est en position 10. La passe décisive aussi pour Jonathan David. La qualité du corner. Genre les 3 corners qu'il prend et qui foutent la panique et le but contre son camp du côté du Panama, c'est un joueur qui est très très doué techniquement et je suis aussi content et qu'on puisse voir l'étendue de son talent au travers de ces matchs-là, parce que clairement dans le système munichois, c'est pas ça qu'on lui demande de faire, et on voit ça ne ressort pas autant que à Team Canada, dont il prendra le brassard à la Coupe du Monde, parce que c'est le leader avec un grand L de cette équipe, et c'est assez impressionnant, et sans rien enlever à Hutchison ou à Borjan, et voire parfois même Piet qui prennent parfois le brassard. Oui, et puis par rapport à ce que je disais, c'est que tu peux transposer un joueur pour jouer à un autre poste. Puis tu sais, je vais faire la référence qui marchait très bien pour ce joueur-là et sa sélection. Adebayor, il était numéro 10 avec le Togo. Puis il jouait très bien numéro 10 en équipe nationale, alors que c'est un attaquant pointe. Oui, est-ce qu'il était autodidacte, est-ce qu'il était un dictateur dans sa propre sélection? Je ne sais pas, il contrôlait tout, je ne suis pas sûr par rapport à son influence, mais il y a des joueurs qui peuvent se transposer pour d'autres postes, pour des besoins personnels peut-être, moi je fais ce que je veux, ou aussi pour les besoins de la sélection. Oui, c'est un joueur complet. C'est un joueur complet. Et puis Davies, je ne sais pas si c'est des instructions de Herman et de son staff qui ont fait un switch tactique durant le match, ou est-ce que c'est des consignes, les 3, débrouillez-vous, si vous voyez des occasions, faites-le. Parce que en termes de vitesse, technique et contrôle, de temps en temps, quand des équipes comme le Panama qui souvent voulaient jouer haut et contrôler le ballon un peu plus haut sur certains aspects de jeu, tu pouvais clairement les prendre, clairement leur faire mal. Et puis moi je trouve ça fascinant. Excuse-moi Red, je t'ai interrompu. Non, je parlais pas, j'attendais que tu finisses patiemment. Moi, en fait, c'est juste la réaction de Herdman sur le but de Davies, tu vois, qu'il n'y a juste pas vraiment de tactique, là. Il était vraiment très content, son meilleur joueur, était comme toute l'action. Il était comme, oh my God, he actually did it. Il regarde à la foule, il dit, he scored, guys, he's crazy, he's so good. He's my guy. Ça avait plus l'air de genre give it to Alfonso and he'll do the rest. So, la tactique, je ne sais pas. Je garde j'ai une petite retenue par rapport à ça, mais regarde, si tu as un joueur, il y en a beaucoup des sélections comme ça, hein, puis c'est sûr que ce genre de joueur-là, c'est vrai qu'il dégage quelque chose de plus, un peu moins maintenant parce qu'il commence à avoir des beaux joueurs autrichiens. Il y a une belle génération, même en ce moment, il y en a beaucoup en Bundesliga, mais un mec comme Alaba, oui, il est quand même milieu de terrain, voire 10 de formation, mais c'est vrai qu'en sélection, il jouait 10, alors qu'à un moment, c'était peut-être le meilleur latéral gauche d'Europe, à un certain moment. Tout à fait. Et puis c'est la force des sélections et dans les confédérations qui n'ont pas nécessairement des restrictions tactiques tant que ça. Jamais tu verras pas ça à l'Angleterre, France, Italie, où tu aurais des changements un peu farfelus qui seraient vus comme farfelus, alors que dans d'autres sélections, on se dit, regarde, nous, on veut se qualifier. On a juste 4 places et demie. Hein. On en met bien, genre, si le gars il va vite, puis il peut marquer 15 buts, puis c'est notre central gauche, il va y aller, quoi. Tu vois, genre, c'est pour un côté pragmatique, parce qu'à un moment, le Canada, sa force, c'est le pragmatisme en plus. C'est une sélection qui est pragmatique. Et je pense que c'est une des forces là. Nilton, tu voulais présenter. Oui, je vais faire court. C'est juste pour mettre un peu en contexte. On parle beaucoup de la progression de la sélection canadienne, puis tu en as parlé un peu, on a eu des lows puis assez récents, là, des très bas. Là. Historiquement, notre classe, le classement FIFA, on rit beaucoup du classement FIFA, mais ça donne quand même une petite indication. On était 122e en 2014, c'est pas si loin que ça. Là. Et là, présentement, on est 51e. Le record date quand même de 96.
c'est 40e position. Je suis allé chercher un autre type de ranking. C'est le ranking, je ne sais pas si vous connaissez là, le ranking ELO. ELO. C'est un ranking qui s'inspire souvent, je pense que c'est des joueurs d'échecs qui vont utiliser ce genre de classement-là, où on tient compte des probabilités de gagner de chaque match. Donc, si tu fais un bon résultat contre, disons, le Mexique, au Mexique, mais tu vas obtenir beaucoup plus de points et c'est un classement toujours le plus actuel possible. Donc là, présentement, en date d'aujourd'hui, ça donne un peu une meilleure idée où le Canada se positionne. Selon le classement ELO, le Canada serait en position de la 32e position mondiale. Donc, c'est quand même bien entouré. Là. Il y a la Norvège qui est en haut, un peu plus bas, Australie, Japon, Paraguay. Donc, on se retrouve, quand on voit ça, c'est vraiment dans un top 32 Coupe du Monde. On voit que c'est des équipes. Il n'y a pas d'équipes qui sont de grosses surprises là, qui sont devant nous. Mais qu'est-ce que l'Iran fait au 20e rang? Ils gagnent quand même beaucoup de matchs dans leur, dans leur continent. Là. Mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent seulement le ELO prend en compte les résultats effectués par cette équipe-là. Donc, si jamais tu affrontes une petite équipe et que tu as en principe, de gros résultats contre cette équipe-là, tu vas chercher les points qui correspondent. Donc, oui, forcément, tu n'as pas le choix, tu as les résultats disponibles parce que tu affrontes ces équipes-là, mais tu as les résultats attendus contre ces petites équipes-là. Si tu fais juste gagner un petit résultat face à des petites équipes, ben, tu ne te retrouves pas là. Donc, on tient compte vraiment du type de concurrent et du résultat contre ce concurrent-là. Et c'est justement, c'est ça qui avait fait qu'on avait commencé à questionner le classement FIFA, mais qui a des qualités, hein, comme le classement FIFA, attention, mais il y avait des sélections qui jouaient avec le classement dans le choix des adversaires qu'ils prenaient dans les matchs amicaux. Ça, c'était dans un monde avant Ligue des Nations. Et ça a quand même une incidence qui est assez importante, c'est que ça joue sur les chapeaux dans certains tirages au sort. Et il y avait des équipes qui avaient entre guillemets joué avec le classement pour se retrouver dans des chapeaux plus élevés et donc un peu mieux protégés. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais justement pris une connaissance des ratings ELO, qui peut-être par contre a le défaut par rapport au classement FIFA, c'est qu'il y a moins de poids accordé aux compétitions. Le classement FIFA met beaucoup de poids aux compétitions et c'est pour ça que parfois je pense que les États-Unis se retrouvent souvent très très haut grâce à la Gold Cup notamment, et que tu vois plus cette lecture continentale au travers le classement FIFA, et ça à titre personnel j'aime beaucoup de voir ça, mais ELO est très très intéressant justement pour éviter ce type de trucage, parce que il y a des matchs que tu ne vas pas donner des points. Le problème de ELO, c'est quand tu affrontes une équipe qui n'a pas nécessairement les meilleurs sélectionnés à cause de la compétition, ça va créer ce débalancement-là. Mais tu sais, peu importe, c'est pour donner une espèce d'aperçu de ce qu'il y a autour de nous. Là, présentement, tu sais, le prochain classement FIFA, je pense que c'est au mois de novembre. C'est deux gros matchs quand même avec un concurrent direct. Mais tu sais, on voit que la progression est quand même très, très, très intéressante. Puis historiquement, tu sais, le graphique, on le voit ici un peu plus. Là. J'ai commencé en 1970 où on balançait, tu sais, on avait des petits pics qui dépassaient, qui descendaient, mais on a vu un très, très, très gros peak down autour de 2012-2014, où on est descendu très, très bas, mais depuis... C'est 16 matchs sans victoire, cette période-là. 16 matchs. Pendant près de 2 ans, ils n'ont pas gagné un match. Et puis, bon, on va voir. Et depuis, on voit une progression très, très, très forte. T'sais, oui, on a profité dernièrement des qualifications avec les petits pays, mais là, on confirme avec les gros pays, puis on atteint vraiment des tout nouveaux sommets. Red, c'était dans ma chronique que j'ai dû scraper parce que je m'étais trompé de journée. Quand on prend les informations sur les sites européens, il y a le décalage horaire. Donc, j'avais cette info avant de m'apercevoir que je dois flusher ça pour mise au jeu, malheureusement, parce que j'étais trop juste. Mais avant, quand tu regardais ce fameux 16 matchs en victoire du Team Canada, et un peu pour rebondir un peu sur ce que disait tantôt Sofiane sur le Team Canada du passé, qu'on voit très bien dans les courbes de Nilt, c'est que tu as l'impression que les joueurs actuels, ils refusent cette histoire.
C'est pas notre histoire. C'est toute nouvelle génération. Exactement. Tu sais, un Buchanan dans l'attitude, avant on aurait dit c'est une attitude américaine. Aujourd'hui, on va de plus en plus trouver que c'est une attitude canadienne. Eustachio, qui plongeait 50 fois dans la surface de réparation pour chercher un penalty, c'est un Canada qui est nouveau, qui est très actuel dans tous les mécanismes du foot et c'est vrai que il n'a plus rien à voir avec ceux du passé, que ce soit même avec les maillots. Je veux dire, quand ils avaient sorti les collections des maillots noirs, et il y a une forme de. Quand John Herdman a eu des mots après le match où il a dit il y a des joueurs qui lui ont affirmé jamais s'être senti comme ça dans le maillot du Canada. Mais tu vois, mais tu sais, souvent on va dire une équipe comme ça, c'est une génération dorée. Mais moi je vois pas que c'est la naissance d'une nation foot. Tu sais, quand c'est le début du foot, tu sais, c'est pas manquer de respect pour ce qui s'est fait avant, là, tu sais, c'est important ce qui a été fait avant, mais à partir de maintenant, c'est un autre niveau. Tu sais, quand on regarde les top scoreurs, dans les top 10, il y a 5 joueurs actuels. Tu sais, non, mais c'est hallucinant, ils fracassent tout. Je veux dire, Alphonso Davies, je pense, c'est déjà peut-être meilleur passeur de l'histoire du Canada. Et surtout les chiffres, et c'est aussi parce que il y a plein de phénomènes. Moi, je trouve que naissance de Nation Foot, c'est très fort parce qu'ils ont déjà gagné la Gold Cup. Il y a eu des anciens choix. Ils ont été qualifiés par un pile ou face. Là. Donc, par rapport comme le Danemark, mais enfin un peu plus ou moins. Mais Renaissance, on s'écoute parler. Le Renaissance est plus juste, effectivement. Donc, non, naissance, non, j'aime pas ce terme-là parce que genre, comme c'est trop manquer de respect à ce qui s'était fait avant. Mais effectivement, il y a un déclic. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une génération dorée. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de mécanismes qui sont en place qui permettent que de pouvoir d'avoir des succès. En tout cas, d'avoir une équipe compétitive sur 10 ans, 20 ans. Aussi simplement que c'est 40 millions que tu reçois si tu fais la Coupe du Monde. T'imagines à l'échelle de la Fédération canadienne de soccer, qu'est-ce que c'est cet argent ? C'est la CPL qui existe. C'est dans un bassin de joueurs canadiens qui se crée. C'est un meilleur championnat universitaire. C'est la MLS aussi, plus simplement que ça. C'est juste depuis 96. Au début, elle était très orientée genre américain et à juste titre. Mais c'est tout ce qui est en place aujourd'hui fait en sorte que forcément il y a des piliers qui permettront à cette équipe-là de continuer de progresser. J'avais fait l'exercice au niveau des dates de naissance. Techniquement, il y a près de 18 joueurs qui pourraient jouer la Coupe du Monde 2026. Qu'ils ont moins de 30 ans, tu leur ajoutes 5 ans, ils sont possiblement là pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est pour te dire à quel point cette équipe-là, elle va te donner le temps de bâtir et tout autour, il y a plein de structures, il y a des clubs professionnels, il y a des académies qui produisent des joueurs, il y a une ligue locale, professionnelle, et une culture qui commence aussi à grandir et s'installer. J'insiste sur le fait qu'il y a 25 000 personnes un mercredi soir à Toronto, un jour de match de Leafs. On me dira, oui, Toronto, vu sportif. Pas un jour de match des Leafs, là. Le premier match. Tout à fait, le premier. Non, mais merci. C'est fou quand il réfléchit. Et puis, ok, très bien, Toronto, ville de sport. Mais bon, attention, c'est quand même. C'est gros, 26 000 personnes. Et ça va aussi dans la médaille olympique des femmes et du fait qu'on commence à développer beaucoup de mécanismes très intéressants qui permettent d'avoir un succès contagieux ou du moins des équipes compétitives sur une longue période. Donc peut-être que dans les accomplissements, cette équipe-là sera considérée génération dorée, quoique ce sera à voir en fonction de ce qu'il réalise, parce qu'à un moment donné on va aussi quand même se poser la question sur gagner une Gold Cup ou pas, passer un tour en Coupe du Monde ou pas, sachant que les prochaines Coupes du Monde ce sera un peu des fourre-tout, hein, et 48 équipes et tout le monde est là, donc ce sera peut-être un peu moins impressionnant de se qualifier à la Coupe du Monde. Donc on verra, cette génération dorée, mais du moins les choses sont en place pour que le Canada ne soit plus une espèce d'anomalie comme ça l'était. Julien ? Non, il y a aussi, je pense, un apport. Après, c'est pas pour jouer mon horoscope ou quoi que ce soit, mais on voit quand même beaucoup de. Non, mais quand tu arrives à exporter des joueurs, ça prouve que aussi ton football est différent et qu'on le veuille ou non. Un Jonathan David qui est à Lille, un Alphonso Davies qui est au Bayern, un Hutchinson, un Karl Larin qui a roulé sa bosse en Europe, même je savais pas, mais un Weatherspoon là qui joue à St Johnstone en Écosse. Enfin, on peut pas aussi nier
ce fait-là que la culture aussi, qu'inculque cette nouvelle génération, c'est parce ils apprennent d'une autre façon. Ils apprennent à jouer différemment, ils apprennent peut-être Et ce qui est la puis, gagne aussi différemment dans leur club Mais tu vois, respectif. moi, ce qui me il y a rassure, beaucoup. Julien, c'est que les joueurs MLS qui sont dans cette équipe-là, qui côtoient les autres, il n'y a pas un gros justement la écart. différence. tu sais. Ils sont pas Il y a déplacés. quand même, attends, Nilton, il n'y a pas un gros écart, mais on s'entend que les Ben, c'est ça, je ne vais locomotives pas comparer sont ce avec qu'elles sont. Davies, là, c'est sûr. là. Mais Non, je veux dire, non, mais mais encore une fois, si je regarde par exemple le match de Jonathan David, puis je regarde le match de Buchanan, tu sais, mettons. Là, mais Buchanan est un Européen maintenant, Nils. Enfin, bah Ouais, oui, mais il y a c'est une zéro pépite, quoi. expérience. Non, C'est écrit sur un papier qui s'en va en Europe, mais il n'y a je suis eu d'accord, mais aucun par exemple, apport européen dans son jeu. C'est plus ça que je veux je suis dire. tout à fait d'accord, mais prends par exemple, tu sais, je sais pas, par exemple, là, ce qu'il y a un petit peu sur le banc, là, tu vois, même un Samuel Piet, par exemple, que je respecte beaucoup, au milieu de terrain, quand tu as Hutchinson, par exemple, c'est différent quand même. Tu vois ce que je veux dire, dans l'apport qu'il va apporter, dans sa mentalité, dans Et son. pour aller un peu plus loin, parce qu'évidemment, comme le fait qu'il joue en Europe, c'est un plus indéniable. Mais ce qui est quand même intéressant, je insiste sur le côté des structures, c'est que c'est pas des joueurs qui sont nés, grandis en Europe, et puis tout d'un coup on se rend compte que la grand-mère, elle est née du côté de Calgary. On avait une inside avec Reg sur ça. On a des joueurs qui ont fait leur pré-formation ici, parfois même un peu plus, et après qui s'exportent. Et ça, je trouve ça assez intéressant sur le fait que de plus en plus, voilà, il y a de moins en moins d'anomalies, et je crois qu'on commence à mettre en place les structures qui nous permettent de créer d'autres joueurs. Et aussi talentueux qu'Alphonso Davies, forcément non, évidemment non, mais un jeune Buchanan et on avait discuté de ça un petit peu justement il y a un an, il explose un peu en fin de saison avec un New England qui commençait à montrer des choses intéressantes, puis là tout d'un coup il se retrouve dans le New England historiquement incroyable, et la MLS a suffisamment vendu de joueurs qui se sont retrouvés assez potables dans les équipes européennes pour que tu vois cette jeune pépite-là dans une équipe qui est archi-dominante, et que le club de Bruges décide de la prendre. Eh bien, ça, il n'y a rien qui... Je veux dire, on peut spéculer, par exemple, on peut fantasmer plutôt que Montréal est top 4 l'an prochain, avec un Chouanière qui est très très dominant, ce serait peut-être trop fantasmé, mais qui est un joueur clé de ce top 4 là, et qui peut se retrouver en Europe, et ça, ces passerelles là n'existaient pas avant. C'était véritablement Patrice Bernier qui prend son baluchon et qui part explorer l'Europe. C'est le fait que ce soit maintenant possible de systématiser ce type de parcours. Et c'est là que c'est intéressant. On est moins dans une volonté individuelle, parce que tu parles de Piet, mais Piet est très intéressant quand même, puisque Piet, c'est un joueur qui, à l'âge de 12-13 ans, du côté de l'Allemagne, de la France, puis de l'Espagne, mais encore une fois, on est je pars à l'aventure parce qu'il n'y a rien qui peut m'être offert ici au Québec et / au Canada. Donc tout ça fait en sorte que tu as hormis gros scandale de je ne sais quoi, de corruption ou de je ne sais où, il y a quand même tellement de choses qui sont en place et qui sont intéressantes pour que Team Canada continue à bâtir. Je mettais juste en relief les locomotives, en fait. Je mettais juste en relief les locomotives qui te permettent justement d'avoir toutes ces structures et de se dire le travail que l'on met en place finit par payer et te permettre finalement d'asseoir. Parce que comme tu l'as dit, une qualification en Coupe du Monde, et puis si il reste dans ce mindset, normalement, tu devrais voir le Canada s'installer pour les 2 ou 3 prochaines Coupes du Monde. Si on est dans cet état d'esprit avec ce groupe jeune, la vérité, c'est pas que 2022. La vérité, c'est 2026, puis c'est 2030 même, pour vraiment asseoir une espèce de domination sur le continent nord-américain, tu vois. Mais oui. Après, je suis pas complètement d'accord avec le message de David. Forcé quand même d'admettre que, comme tu viens de dire, Julien, ceux qui tirent l'équipe sont pas au Canada. Ils sont Canadiens, mais ils sont pas au Canada. Puis un mec comme Tajon Buchanan,
est déjà en train de brûler la MLS. Là, il va aller en plus dans un club que je considère que c'est parfait pour les avoir vus jouer en Ligue des Champions cette année contre le PSG. Je pense qu'ils ont joué contre le PSG en Ligue des Champions il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Tu sais, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes. Il y a vraiment un style de jeu bien établi. Je pense que ça va être intéressant pour lui. Donc, de dire qu'on est loin des anciens mécanismes qui forçaient à exporter les joueurs, comme oui, la MLS est un championnat qui est plus fort qu'avant. Oui, il y a une ligue professionnelle au Canada, mais quand même, ça va de mieux en mieux, mais on est quand même obligé d'avoir quand même des joueurs qui... Non, mais attends, c'est le top 5 européen, ça c'est certain, même la Belgique plus dans le top 10, ça c'est certain, c'est le plus haut niveau. Mais le niveau moyen de la MLS permet à Osorio d'aller marquer un but à Azteca et alors qu'il joue à Toronto FC. Et c'est là où peut-être qu'avant, t'as pas une ligue MLS compétitive, tu t'auras pas cette profondeur-là qui te permet d'avoir justement, de pouvoir soutenir justement un Alphonso Davies qui aurait pu... Par hasard, tu peux en sortir, hein, Alphonso Davies. Quand tu vas quasiment dans les 60 nations mondiales, il y a toujours un joueur qui arrive comme ça, qui est au-dessus. Ça peut arriver. Mais si autour, il y a rien, mais vraiment le néant, tu peux pas bâtir. Et juste, la MLS fait partie, c'est pas la seule chose, mais fait partie de ces mécanismes-là qui te permettent comme d'espérer, et même la CAN-PL, parce que tout d'un coup, c'est un autre réservoir de joueurs qui peuvent aspirer au plus haut. Là, elle n'est pas encore assez mature, si tu peux. Attention. C'est un autre réservoir de joueurs qui peuvent aspirer au plus haut niveau et que tu n'aurais sûrement jamais pu voir. Jamais pu voir. Et aujourd'hui, tu peux regarder un farci et tu te dis mais ce farci là, il a son peut-être le niveau MLS, alors qu'avant, sans la CAN-PL, il jouerait dans une ligue provinciale, et puis jamais tu te projettes à te dire mais entre ce que je vois dans une ligue provinciale qui ressemble un peu à ce qui se passe derrière dans le parc à côté de chez moi et le haut niveau, la marche est trop élevée. Donc cette structure là comme pyramidale qui évite les grands écarts, justement, permet de construire ton bassin de joueurs. Chose qui était très, très compliquée. Je veux dire, les autres, c'était des pionniers. Ils devaient parfois, tu réalises, mais tu devais être fort. À quel niveau tu devais être fort dans ton Brossard ou Longueuil pour te retrouver à jouer en Ligue des Champions, genre, comme l'a fait Patrice Bernier, tu vois. C'est juste, c'est des anomalies, ces joueurs-là, c'est hallucinant. Alors que là, de plus en plus, tu vas voir une normalité, qu'on travaille bien, des bons centres de formation, avec Herman, c'est un Européen. Tantôt, tu parlais de l'apport des Européens, il est aussi là. Quand des Lafroy viennent te structurer ton académie, mais si tu n'as pas d'académie, tu n'as pas de Lafroy. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où les structures qui sont en place vont permettre ce développement compétitif. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ton argumentaire. J'attends juste de voir parce que je pense que les résultats, en tout cas les actions, doivent être menées sur la durée. Tu parlais de la CAN-PL. Je pense elle va bientôt être un tournant, ce championnat-là dont tu parles. Et si les choses ne sont pas bien faites, alors effectivement, il peut y avoir je pense, un retour en arrière très prochainement parce que il faut la structurer, comme tu as dit, il faut bâtir les fondations. Et je pense qu'au Canada, en tout cas, ça commence par ce championnat professionnel. Il faut lui donner beaucoup plus de visibilité. Il faut créer un engouement derrière. Il faut apporter des sponsors. Il y a plein de choses. Alors oui, on est qu'aux prémices. Moi, ce que je veux, c'est juste que ce ne soit pas que des promesses et que ça aille vraiment sur ce chemin-là, parce que ça serait vraiment dommageable de faire un pas ou 2 pas en arrière, alors qu'on est là, je parle du Canada parce que, comme tu l'as dit, Team Canada a eu un rayonnement non pas simplement à Toronto au BMO Field, mais dans tout le Canada. Il y a une prise de conscience certaine. J'aimerais que les fédérations prennent cette prise de conscience aussi pour pouvoir faire en sorte que le foot au Canada ait vraiment un rayonnement qui est assez représentatif finalement, parce qu'encore une fois, je le répète, en tout cas au Québec, il me semble avoir vu ces chiffres-là, le soccer est le sport le plus avec le plus de licenciés, donc le plus pratiqué, etc. Donc il faut prendre ce nouvel héritage pour essayer d'en faire quelque chose. Donc moi, j'attends juste
les actes des fédérations parce que... Non, mais attends, c'est loin d'être parfait. Et effectivement, ça, c'est comme, faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas, mais c'est que... Donne-toi, c'est un mandat de la... En fait, finalement, c'est une exigence de la FIFA d'avoir une ligue professionnelle quand tu veux accueillir la Coupe du Monde. Ok, on est d'accord? La MLS est en 96. La Coupe du Monde aux États-Unis est en 94. Pour te donner un ordre d'idée, sur là, on est déjà à la troisième saison, pardon, de la CAN-PL, déjà 5 ans avant le fait qu'on accueille une Coupe du Monde en sol canadien. Il y a ces mécanismes-là qui sont en place sont quand même plutôt sérieux. Et c'est là où je pense que sans enthousiasme, mais simplement en reconnaissant le travail qui est déjà accompli et qui sera peut-être, enfin, en tout cas, moi, je suis de l'école où il y aura une forme de rattrapage, mais jamais, comme ça va dépasser, ah non. Mais comme l'important est que tu sois suffisamment développé pour être compétitif. C'est ça et je pense sincèrement qu'il y a tellement de choses. On n'est pas juste sur une bonne génération du Centre national de haute performance. Il y a 2-3 gars qui on sait pas trop d'où ils sortent, etc. Genre, on n'est pas dans ça. On est véritablement d'un point de vue pan-canadien sur plein d'éléments, plein de choses qui sont mises en place qui te permettent justement de pouvoir te projeter au-delà même du fameux tag génération dorée. Et c'est ça que je trouve ça très, très intéressant. Bien sûr, je te rejoins là-dessus, encore une fois, et par exemple, ça va dans le bon sens aussi au Québec, il y a eu la reconnaissance nationale de certains clubs aujourd'hui, mais ce que je veux te dire, c'est que oui, encore une fois, si pour être un peu connaître un petit peu, cette reconnaissance nationale, parfois, elle étouffe certains clubs. Si tu viens pas les aider, finalement, cette reconnaissance que tu leur demandes, ça les étouffe et ça les fait reculer en arrière en termes organisationnels, structurels. Ça que je veux dire, c'est que c'est bien de poser les jalons, mais ensuite, le plus gros travail est de perdurer et de donner les moyens finalement de ce développement. Et c'est là où j'attends là où les fédérations, que ce soit fédérales ou provinciales, je sais pas comment ils vont s'entendre encore, mais parce que encore une fois, je suis d'accord avec toi, ça va dans le bon sens. C'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer depuis 4-5 ans au niveau du soccer au Canada, vraiment. Espère la qualification en Coupe du Monde, 40 millions de $. Franchement, bah oui, mais et c'est là où ça va commencer les problèmes, parce que qu'est-ce que tu en fais de ces 40 millions? Comment tu... C'est bon, parfait. C'est bon. Comment je parle Team Canada, merci tout le monde, merci de tout le monde qui sont en direct avec nous. Exclusivement sur patreon.com/Barbican Football Club. Dernier sujet de la soirée pour clore l'émission.